de dépendance au moteur physique. J'ai tellement dû faire d'efforts pour essayer de faire fonctionner le moteur physique pour qu'il corresponde exactement à mes besoins, que changer le moteur physique, c'est détruire aussi une partie du jeu. Oui, on est d'accord. Non. Monstre, ce garçon. Elle a envie d'y aller. Ah Oh. fort. Ah, oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci aux testeurs. Merci. Alors maintenant on va enchaîner donc, ce que je proposais au début à Patrick et Selecté, on s'en va. Donc mais c'est bien, on a pu intervenir directement, vous avez pu intervenir directement après chacune des présentations. Donc maintenant on va peut-être rallumer la lumière et puis avoir pour les 25-30 minutes qui nous restent, avoir une discussion peut-être plus générale. Parce que là maintenant vous savez, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, ou ceux qui se demandaient ce qu'était le game designer, le processus de création d'un jeu vidéo. On a découvert que finalement, c'est les personnes qui sont responsables de la mécanique, la dynamique en fait, enfin, de la réussite du jeu. Quand on joue, on voit les graphismes, on voit la modélisation 3D, on se dit ah l'histoire elle était cool. Et en fait, le game designer, cette personne qui a passé des mois, voire des années à bêta-tester son jeu, à décider, à essayer de déterminer si le saut devait être de 23 ou 24 pixels. Il y a des vidéos magnifiques en fait justement de game designers qui expliquent comment ils ont testé en fait tous les aspects de leur jeu. On voit avec Wade Invaders aussi les différentes décisions qui ont dû être prises. Maintenant vous en savez un petit peu plus sur ce qu'est le game designer. J'imagine que vous allez, la prochaine fois que vous jouerez, vous demander en fait quand est-ce que le game designer avait vraiment pensé à faire ça, est-ce qu'il l'avait voulu, est-ce que c'est juste du hasard, quelque chose qui est un petit peu émergent par rapport à des choix qui ont été pris. Donc là, je vous propose d'ouvrir une discussion un peu plus générale. J'ai des questions, mais je préférerais d'abord vous donner la parole. Donc, hors du contexte des trois jeux qui ont été présentés, ou de nouveau par rapport à ces trois jeux, est-ce que quelqu'un a une question à ce moment-là? Juste une petite précision technique. Soit on utilise cette machine de l'enfer qui fait beaucoup de bruit, qui fait screech, soit il faut parler bien fort pour qu'on puisse enregistrer. Je vous demanderai pour les questions de parler bien fort. Merci. Est-ce que dans les jeux vidéo en général, il y a des fois des nouvelles idées qu'un développeur, enfin qu'un game designer a, qui se répondent genre très vite après, il y a plein d'autres jeux qui sont reprises très souvent. Des trucs nouveaux qui n'ont pas été concepts et qui se font partout. Il y a clairement des tendances, notamment les plateformers, en tout cas si je peux parler de plateformer, le wall jump, c'est clairement quelque chose. Il y a une mode wall jump, même Mario s'y est mis, c'est impressionnant de voir comme il y a des plein de jeux charnières en fait qui vont amener des choses dans les Mario 64 par exemple sur comment faire un platformer en 3D, puisque là on avait des espèces d'imitation de jeux de plateforme en 2D, ce qu'on appelle aujourd'hui la 2,5D, c'était voilà, on faisait de la 3D mais le principe était celui d'un jeu de plateforme en 2D. Et après, on a eu Mario 64 qui est venu, qui a dit bon bah voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc a posé des bases et puis ensuite, après il y a eu plein d'itérations autour de ce principe de base. Oui, puis probablement vous avez aussi des... Enfin, je m'excuse, je t'ai coupé, mais probablement vous avez aussi des habitudes de jeu. Enfin, tu parlais du wall jump, je pense qu'on peut même aller encore plus dans le détail. Enfin, je reviens sur Stonebound, mais une des choses qu'on a découvertes sur Stonebound, c'est... Le premier wall jump qu'on avait mis, c'était un wall jump qui, en termes de système et de feeling, fonctionnait comme un wall jump de Mega Man X. Si vous avez ça un petit peu en tête, on est effectivement plutôt dans les années 90, platformer, et puis il faut systématiquement, si je me souviens bien, mettre la direction contre le mur et puis appuyer sur le bouton au bon moment à chaque fois justement que le personnage va toucher le mur. Et puis surtout, le personnage se projette du mur. Et puis on a réalisé que beaucoup des joueurs, en fait, en réalité, quand ils pensaient wall jump, même en termes de sensation de jeu, ils allaient beaucoup plus dans la direction d'un wall jump, justement d'un Super Meat Boy.
qui permet un contrôle beaucoup plus grand, c'est-à-dire que sur le même mur, vous pouvez grimper en fait très rapidement. Et puis vous pouvez vous contenter uniquement de... Le wall jump est d'une direction, mais il y a aussi le air control qui est Voilà, de c'est plus en ça, le plus. air control. Et au début, j'avais un air control très mauvais sur mon jeu et ça se ressentait vraiment. Les gens devaient désapprendre en fait la manière de contrôler un platformer. Et là, le wall jump est assez intense dans le sens où si vous vous trompez, vous avez une certaine marge pour revenir sur la plateforme. Et c'est très demandé. Si vous faites par exemple un platformer sans wall jump, c'est impossible de jouer. Disons que si vous sautez puis que vous gardez le momentum de votre saut, c'est juste injouable. Mais pour revenir à la question où tu voulais en venir, c'était l'idée de dire qu'effectivement il y a des jeux qui vont, Super Meat Boy a amené une façon de faire du wall jump qui fait qu'aujourd'hui c'est difficile de le faire comme Mega Man X qui est sorti dans les années 90 parce qu'aujourd'hui il y a une attente qui est la référence, c'est Super Meat Boy. Et Malgré le fait que ce soit peut-être votre objectif, par exemple. Voilà. Vous serez face effectivement à tout à coup, lorsque vous ferez tester le jeu, à des habitudes de jeu qui auront été inscrits dans les joueurs et dans les pratiques avec lesquelles vous allez peut-être devoir décider de faire avec. Vous pouvez aussi refuser. Vous pouvez dire non, l'objectif derrière mon jeu, c'est de reproduire une sensation de jeu de, par exemple, un Mega Man X. Donc je me refuse à reproduire ça, mais effectivement, vous prenez le risque de voir des joueurs qui systématiquement n'arrivent pas à faire le wall jump, tombent, n'arrivent pas à faire le wall jump, tombent, n'arrivent pas à faire le wall jump, tombent. Je pense que le métier du game designer, peut-être ça on l'a peut-être pas non plus aussi assez mis en avant, enfin toi aussi un petit peu peut-être quand même avec Looking for Imagwell, c'est un travail très conséquent de prototypage et puis surtout de playtest. Où systématiquement il y a aussi c'est des discussions qu'on a beaucoup, c'est-à-dire quelle position avoir par rapport aux gens qui jouent à notre jeu. Au final, c'est là que la partie artistique s'exerce beaucoup. C'est aussi des décisions artistiques. C'est simplement dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce qui me paraît juste, qu'est-ce qui sonne juste avec moi, qu'est-ce que j'ai envie aussi, où est-ce que j'ai envie d'emmener le joueur. Comme tu disais, de craquer sur la tendance générale actuelle ou est-ce que, non, j'en ai rien à foutre, j'ai envie de les amener ailleurs. Et puis voilà, tant pis. Et puis ceux qui comprennent. Et puis les autres, ce qui est risqué. Mais voilà. Donc après, ça, on n'est pas tous pareils face à ça. C'est le concept du procédural, justement. Souvent, ça a toujours existé un petit peu si on veut, mais ça revient quand même d'un autre temps. J'avais lu un article qui parlait de la game fatigue, c'est-à-dire que d'un coup, dans le procédural, vous jouez, vous voyez des éléments, mais c'est toujours un peu les mêmes. Au final, vous avez un peu cette fatigue visuelle de dire de nouveau un même donjon avec de nouveau la même cascade à cet endroit-là. Puis au final, il y a un peu ce problème-là. C'est bien en fait, dans un sens de procédural, de se permettre de créer des nouvelles torments. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas cet inconvénient-là qui peut apparaître, de se dire tiens, en fait, j'ai déjà vu ça, peut-être pas disposer de la même manière. Ouais, disons que, juste un mot, après je te passe la parole. Le problème avec le procédural, c'est que c'est difficile d'avoir des choses intéressantes quand on a du purement procédural. C'est-à-dire que ce que j'ai dû faire moi, c'est mettre justement des bouts, des parcelles préconfigurées, sinon c'est juste inintéressant. Ça devient... Je te rejoins, c'est-à-dire que le procédural, le pur procédural, le vrai procédural, pour moi, c'est pas utilisable dans un jeu. Parce que par essence, dans un jeu, nous, game designers, on doit pouvoir contrôler les événements qui vont arriver. Pour moi, le procédural, la vraie question, c'est la place de l'aléatoire dans un jeu. C'est l'idée de dire, maintenant, comme tu as fait, j'ai des briques, est-ce que j'ai envie qu'elles apparaissent de façon différente à chaque fois que je joue pour que ça force le joueur à réfléchir et à être confronté à des situations nouvelles parce que ces briques mélangées d'une certaine façon donnent un challenge et d'une autre façon un autre challenge. Mais sinon, effectivement, pour le procédural, ça donne des choses contemplatives dans lesquelles on se promène à la limite, mais on peut pas. C'est très difficile de générer du jeu avec. Moi, Justement, tu as été confronté à des impossibilités quand tu as fait justement au début ton système de configuration de plateforme, justement. pardon, je sais pas. Parce que tu as été confronté à des impossibilités, c'est-à-dire que le joueur d'un coup. Ah oui, clairement. Clairement, le placement des champignons, le joueur pouvait être bloqué ou simplement le champignon il a une taille aléatoire et du coup s'il se mettait avec un certain angle, une certaine taille, c'est fini. Le joueur ne pouvait plus passer. J'ai dû imposer certaines contraintes de taille, d'angle, des pics aussi. Si je mets trop de pics, impossible de passer, etc. Du coup j'ai dû mettre en place des règles, du coup c'est pas purement procédural. Enfin, moi ça me fait penser de mon côté à... très récemment, il y a eu lieu à Fribourg la Level Up Game Jam, qui est donc aussi une Game Jam qui a lieu sur Fribourg.
Et j'ai dû évaluer les projets qui ont été faits, en partie, pas moi seulement, mais on a été très frappé par le nombre de projets justement qui utilisent du procédural. Et c'était en fait très très problématique parce que, donc ça c'est réel, je pense comme pour le wall jump, il y a une mode du procédural. Les programmeurs ont envie de faire du procédural et puis surtout on a cette espèce d'illusion qu'à mon avis justement des game designers peut-être comme nous doivent aussi peut-être très rapidement confronter, de croire que en mettant juste du procédural on va tout à coup exploser le contenu. Mais c'est un peu faux de croire qu'on explose le contenu alors qu'en réalité, oui, on l'explose peut-être, mais on l'explose, comme disait Sandro, de contenu inintéressant. Et c'est vrai que c'était très triste d'être face à des jeux de game jam avec des très très bonnes idées centrales, donc le core game design, le cœur des systèmes, il y avait des choses vraiment très intéressantes. Mais après, dans l'exécution, c'est-à-dire ce qu'aurait été le level design, c'était le néant total. Parce qu'en gros, ils ont passé beaucoup de temps à mettre en place des éléments procéduraux et c'était extrêmement triste en gros. Et donc les jeux, j'en suis arrivé, mais bon, c'est pas là que j'ai tout à coup découvert ça, mais de préférer avoir par exemple un runner, donc un jeu infini potentiellement avec tout le temps des éléments qui arrivent, le perso qui s'arrête jamais. Donc d'avoir cette perspective-là, mais où on ne s'amuse pas face à peut-être 1 minute d'expérience de jeu, parce qu'évidemment, dans Game Jam, donc c'est que 2 jours, on n'a que 48 heures, donc c'est évident qu'on ne va pas faire un truc complètement fou non plus. Mais d'avoir 1 minute intense où on arrive justement très rapidement à montrer quel est notre objectif, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et surtout nos compétences en tant que level designer, c'est radicalement différent. Et puis c'est vrai que j'ai été très frappé sur les peut-être 35-40 jeux qui ont été faits pendant cet événement. Il y en avait peut-être 30 qui étaient avec des systèmes procéduraux, quoi. Et c'était très triste parce qu'on se dit ah ouais, l'idée elle est super, puis après elle est pas mise en œuvre. Et donc je pense qu'on est aussi face à une tendance du procédural. Puis c'est vrai qu'il faut peut-être un petit peu se méfier. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux, enfin, en tout cas moi une des inspirations que j'ai eues c'était Spelunky, qui est un jeu brillant moi je l'ai vraiment adoré ce jeu, c'était vraiment d'un bout en bout je peux y rejouer sans arrêt, enfin, je veux dire, Mais pour moi il n'est pas procédural. C'est ça qui est marrant, parce que ce que j'entends par procédural, c'est créé à partir de rien, en fait. On n'a pas des chunks comme toi. Oui. Parce que Spelunky, chaque morceau de ces niveaux sont designés, sont pensés, et ensuite ils sont mélangés. Mais ils sont pensés, ils ne sont pas générés par la machine. Il a tout un set les parcelles sont agencées, de parcelles, et ensuite elles sont mélangées. Mais elles ne sont pas générées par la machine. À l'inverse d'un No Man's Sky qui génère vraiment de rien des planètes entières. Et qui pour le coup est très joli mais très chiant. Donc non, mais c'est le bon exemple de ça en fait. Moi je pense que les deux sont des jeux procéduraux, mais avec le curseur, disons, de l'aspect procédural placé à différents endroits. De l'aléatoire finalement. Mais c'est ça, moi d'un côté il y a de l'aléatoire et de l'autre côté du procédural, et je pense qu'on fait pas la même chose. On fait aussi beaucoup de procédural pour générer des décors par exemple, parce que faire 600 arbres dans Skyrim à la main, c'est un peu chiant. Donc du coup, ils procèdent pas, voilà, ils utilisent le procédural pour générer un certain nombre de décors, mais c'est contrôlé sous, pour moi il faut qu'il y ait des règles qui contrôlent ça, et ensuite à l'intérieur on utilise le procédural pour produire du décor, pour produire des environnements. Mais c'est vrai que dans la scène suisse romande, je dois dire, si je veux avoir une vision un peu plus globale des différentes productions qui sont en train de se faire, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus quand même un amour d'un gameplay un peu arcade, justement, bien fait, avec des beaux décors. Enfin, quand je dis des beaux décors, c'est-à-dire des décors bien construits, bien pensés. Après, la beauté, la beauté esthétique, c'est encore autre chose. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là, plutôt que de trop fonctionner, de trop utiliser le procédural, d'avoir quelque chose de bien fait, bien pensé. Vitraire. J'ai une question, je pense que ça, vous pouvez y répondre les trois. Tu l'as abordé dans une phrase, puis ça m'a fait un peu tousser, tu as dit où amener le joueur. Je trouve que c'est un truc crucial en fait qui a fait écho dans chacune de vos présentations. Toi Aurélien, tu as parlé du joueur étant dans la nature. Sandro, tu parlais des mécaniques comme un cercle préconférable pour générer l'intérêt du jeu. Puis toi, David, tu disais pour que les gens autour du canapé, autour du jeu, ils aient en fait les échanges entre eux. Moi, quand j'entends ça, je vois en fait les objectifs en fait de game design comme des intentions, quelque chose d'assez précis. Et puis par rapport à la méthode que tu as présentée au début, Sandro, on réalise qu'elle est plus ou moins absente en fait, de prendre en considération
le ressenti du joueur. Qu'est-ce que ça va générer comme émotion? Je me demandais, donc votre travail en général, comment est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen, ou s'il le faut, impliquer en fait cette dose de penser au joueur? Quel va être son ressenti? Qu'est-ce que ça va générer ensuite chez lui? Parce que finalement, est-ce que c'est pas aussi un peu ça un game design? Enfin, je pense que vous le savez, pour moi, c'est un parti pris qui est assez important. Et je me demandais, vous, comment vous le gérez quand vous de production? Commencer, moi, c'est effectivement, ça vient. En fait, oui, mais la première chose qui me vient par rapport au joueur, moi, j'ai envie de générer simplement des décisions intéressantes pour lui. Donc, ça, c'est la première chose qui me préoccupe. Et après, dans un deuxième temps, effectivement, on verra. Alors, ça dépend. Il y a aussi des jeux aussi que j'ai fait où il y avait un thème dès le départ qui m'intéressait, où je voulais évoquer quelque chose. Où j'ai fait un jeu de société sur le fait de sur un camp de ski en fait où les garçons doivent aller à la chambre des filles pendant la nuit et du coup là effectivement tout de suite j'ai mis ça en avant. J'avais envie de régénérer ce souvenir d'enfance que j'avais et pour moi il fallait que mon gameplay non mais c'est ça c'est mon souvenir, c'était un souvenir de gamin où on essayait de tricher la nuit de pas se faire choper par les profs et j'avais envie de générer ça. Donc dans ce projet là effectivement je me suis dit comment est-ce que de manière ludique je génère cet enjeu en fait. Donc j'ai réussi, je voulais retrouver dans mon système de jeu le même enjeu que j'avais quand je faisais ça et ces prises de décision que j'avais quand j'essayais de fuir les profs et de ne pas me faire voir. Et voilà, là c'était prédominant, mais c'est vrai que toujours pour moi, avant tout, il doit y avoir cette idée de bonne prise de décision d'un système qui apporte du challenge et dans un deuxième temps, effectivement, peut-être l'aspect plus émotionnel. Alors moi de mon côté, je pense que l'inclusion du joueur dans le processus, dans la conceptualisation du jeu, je la fais beaucoup au niveau de l'idée du joueur cible parfait, en gros. C'est d'abord je vais définir, parce que je n'ai pas les contraintes justement de devoir plaire à tout le monde, donc je vais définir quel est le type de joueur que j'ai envie de faire sourire, que j'ai envie de surprendre et autres. Et puis, ça peut bien sûr s'étendre, hein. Ça peut être large. Je peux prendre aussi des fois 2 joueurs différents. Hein. Sur un jeu de shoot 'em up sur lequel j'ai travaillé, il y avait vraiment ces 2 spectres. Il y avait à la fois d'avoir un joueur qui découvre le jeu, donc qui découvre le shoot 'em up, et puis de réussir à l'amener, à construire petit à petit justement. Et puis il y a toujours après cette idée de profondeur dont parlait aussi Sandro, de réussir à la fois avoir un jeu qui est accessible. Mais il y a quand même un moment où il faut fermer, disons, l'axe de construction et puis pas uniquement se contenter de se dire je vais essayer de faire un système. Alors après ça n'engage que moi. Une phrase que vous entendrez très souvent justement au Master de Game Design à la ZHDK, c'est « Easy to learn, how to master », qui revient très souvent, donc facile à apprendre, difficile à maîtriser, donc qui est un assez bon motto à appliquer, c'est-à-dire une prise en main rapide et puis une profondeur de jeu. Et je pense que c'est aussi applicable peut-être à un Weed Invaders ou à des choses comme ça, donc c'est une chose qui est en soi assez logique. Mais je pense que quand même, il y a aussi, surtout lorsqu'on crée à plus petite équipe et puis qu'on a des enjeux peut-être financiers plus modérés, même si on fait un jeu qu'on désire vendre dans les 15 francs ou autre sur Steam. Je pense qu'on a beaucoup à gagner à réellement accepter d'abandonner une partie du public pour vraiment se concentrer pour aller à plein gaz sur un type de joueur ou sur une forme de joueur. Et d'accepter que notre jeu peut être complètement mis de côté complètement mis de côté par d'autres. Enfin, je veux dire, des jeux comme The Witness de Jonathan Blow, à mon avis, il n'y a pas du tout de concession. Il n'y a pas du tout de concession dans la construction du jeu, mais ça s'étend très largement. Donc je pense que là, le jeu est quand même pensé avec en tête le joueur qui vient, et puis je pense que c'est important de le garder systématiquement en tête, ce joueur. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de faire un jeu où la technicité est au centre, la manipulation est au centre, et à ce moment-là, toutes les idées, même la sensibilité qu'on va donner aux personnages, on parlait du wall jump et autres, elles doivent provenir en gros de ça. Est-ce que le but, c'est de rendre le wall jump facile, ou est-ce qu'au contraire c'est de le rendre technique mais intéressant et de lui donner de la profondeur? Je suis d'accord avec vous, je dirais encore que pour moi la vision du rôle de game designer, c'est surtout d'être une sorte de chef d'orchestre. Le chef d'orchestre doit connaître tous ses instruments, du coup, il doit connaître et la programmation, quelles sont les limites techniques, et la partie artistique,
et tout ça, et c'est à lui de savoir quel sentiment et quelle direction il veut donner à tous ces instruments, et du coup il doit faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans tout ça, mais c'est lui qui a la vision, c'est lui qui doit au final savoir si on veut un peu plus de violon ou un peu plus d'autre chose. Donc, c'est comme ça que je vois le rôle du game designer. Et du coup il doit évidemment avoir une vision de l'émotion qu'il veut faire passer, du message, etc. Alors du coup c'est intéressant parce qu'on répondait partiellement à ma question, mais du coup, par exemple, dans d'autres médias comme le cinéma, on a, si je peux me permettre, une grammaire cinématographique un peu plus posée. On sait qu'un certain type de plan, décomposition, il y a plein de règles qui permettent d'avoir mieux conscience de l'impact que va avoir le produit culturel sur les spectateurs. On arrive à jouer avec beaucoup plus de facilité. Il y a des gens d'ailleurs qui brisent des codes pour générer d'autres affaires, enfin bref, mais il y a une grammaire qui est vachement plus posée, tandis qu'au jeu vidéo, mine de rien, c'est comme un médium qui est relativement récent. Moi, c'est aussi ça qui me fait un homme, c'est que j'ai l'impression qu'on fait pas mal de trucs au pif et puis qu'on essaye. Mais du coup, vous, est-ce que c'est dans les playtests où il y a toujours, ou bien vous vous basez sur les trucs que vous connaissez déjà, où il y a des, par exemple, pour générer la coopération entre les joueurs, par exemple, pour l'instant, ça c'est genre on essaie au pif, après on adapte, on échange quelques mécaniques, ce genre de trucs. Pour moi, c'est exactement ce que je disais. C'est que alors, par exemple, le Stone Bond, pour avoir travaillé dessus, de générer ça chez le joueur, c'était la première question. C'est comment je génère des décisions qui vont générer ce comportement-là, d'être ensemble, de gagner ensemble, de cette sensation de communication. Et ça, c'est le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est avoir des décisions intéressantes qui vont faire que les joueurs se posent telle question. Enfin, c'est le truc, le tableau dynamique que je montrais tout à l'heure. C'est vraiment ça. Dès qu'on génère le tableau dynamique, on se demande ce que le joueur va penser. C'est à ce moment-là, on a nos mécaniques, on regarde comment elles se combinent, on y joue nous, et on se dit du coup quand je joue, je me dis ça, je me dis ça, je me dis ça, et ensuite on va apprendre à maîtriser le jeu en y jouant nous-mêmes en fait, et à comprendre ce qui génère et quel est chaque élément ce qui génère. Mais c'est vrai que pour aller plus loin après, moi j'avais la sensation que ta question portait plus sur l'idée de qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que j'ai envie. J'ai cru que c'était ça. Parce que moi je disais avoir déjà un système de jeu, pour moi c'est aussi pour ça que je fais ça que depuis 5 ans, 6 ans, je sais pas. Et puis du coup déjà faire un bon système de jeu qui a des bonnes prises de décision, qui est amusant à jouer, c'est déjà compliqué. Comme tu dis, on est dans une discipline artistique qui est assez récente, qui est pas très vieille, où il n'y a pas encore de base. Donc déjà ça, c'est difficile à faire. Alors quand tu as réussi à faire un système de jeu qui est un bon système de jeu solide d'un point de vue ludique, mais qui en plus de ça raconte des choses, on rentre dans quelque chose où il faut une expérience qui est quand même assez conséquente et dans laquelle, à laquelle je ne prétendrai pas encore aujourd'hui. Voilà, j'ai l'impression pour l'instant de faire mes classes et de me dire ok, je cherche à construire des bons systèmes de jeu et dans un deuxième temps, je ferai du Jonathan Blow qui arrive à faire les deux par exemple. Voilà. Mais que pour l'instant, j'ai pas la maîtrise suffisante pour ça. Voilà. Je sais pas si je t'accompagne à ce point-là de dire qu'il n'y a pas de grammaire du jeu vidéo qui existe. Il y a une évolution assez... Il y a encore beaucoup de potentiel, ça sans aucun doute, mais probablement comme dans le cinéma, et puis comme ailleurs. Mais je pense qu'au contraire, à l'heure actuelle, on a vraiment une sorte de cargaison de conférences de game developers, de post-mortem. On a des spécialistes de l'interface, on a des spécialistes du game field, l'association de jeux, qui vont tout à coup dire, voilà, si vous voulez générer ça à tel moment, il faut faire un screen shake, il faut visuellement montrer tel élément ou tel élément. Donc, au contraire, c'est plutôt une discussion que je trouve intéressante qui est de dire on est en train à 100 à l'heure de justement standardiser une grammaire du jeu vidéo. Vous avez, pour ceux qui connaissent peut-être le jeu Journey de That Game Company, qui est un peu un passage obligé pour toutes les conférences qui parlent de jeux vidéo, je suis navré, mais où le studio a vraiment mis en place et a rendu disponible aussi dans des conférences ce qu'ils ont appelé une courbe émotionnelle du game design, où vraiment ils ont expliqué, voilà, c'est comme ça qu'on a fait en sorte qu'à la fin du jeu, une grande majorité des joueurs vont se mettre à pleurer ou être touchés émotionnellement et autres. Et puis ils ont vraiment créé une grammaire narrative évolutionnelle, mais qui a aussi à voir avec le game design, c'est-à-dire qui a aussi à voir avec les possibilités de jeu qui vont être offertes aux joueurs, où à un moment on va lui retirer des possibilités de jeu,
pour après lui en redonner énormément sur la fin. Et puis cette courbe de game design, cette courbe narrative de game design va être par rapport à certains jeux par la suite réappliquée peut-être presque à l'exact, à l'identique pour d'autres jeux. Puis ça, c'est une forme de grammaire. C'est une forme de grammaire de narration par le game design, mais qui devient problématique puisqu'on l'a déjà expérimenté, puisqu'on l'a déjà en guillemets pratiqué et qu'on sait qu'elle existe. Eh bien, tous ces jeux justement qui la reproduisent et qui la mimiquent deviennent justement très problématiques parce qu'en gros, avant même d'avoir une réflexion en amont de qu'est-ce qu'on a envie de raconter, comment est-ce qu'on a envie de construire le game design pour au mieux raconter ou qu'est-ce qu'on a envie d'amener aux joueurs, c'est presque comme si cette grammaire venait avant. C'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est comme ça qu'il faut construire le jeu si on a envie d'obtenir telle sensation chez les joueurs. Et donc là, on rentre presque dans de la psychologie, de la statistique et autres. Mais où je rejoins ce que tu dis, c'est que là, on parle d'une méthode de narrative, comment est-ce qu'on amène quelque chose au niveau de ressenti narratif. On a peu de méthodes, on a beaucoup effectivement, comme tu dis, les game developer conférences, des gens qui partagent leurs expériences, mais on a peu de méthodes de game design pour dire bon, ça on fait, ça on fait pas. Ça, c'est pas possible de faire, ça amène pas à mon jeu. Quand on travaille comme ça, c'est pas possible. Il y a pas de. Pour l'instant, on sent que tout le monde projette des expériences. Moi, je fais comme ci, moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de la méthode telle, on construit ça comme ça se fait, ça se fait pas. Et ouais. Moi, j'ai l'impression dans les gros jeux AAA, ils ont déjà compris pas mal de choses et ils refont tout le temps la même chose. C'est une sorte de grammaire et ça a l'air de marcher. Après, nous, on veut pas ça. Du coup, on ne peut pas essayer de s'imposer une grammaire et on veut à chaque fois des choses différentes. Ouais. Enfin, dans le sens où... Pour rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est que aussi il y a le principe de la fatigue, c'est que le monde, dans tous ces jeux, ils se ressemblent et puis c'est chiant. Et puis, du coup, c'est la théorie du fun. Ouais, on ne voit pas la différence. Puis même après, quand tu reprenais ce qui avait hyper bien marché avec Journey, donc cette courbe du flow, ce qu'ils ont repris après avec Abzu, après avoir joué à Journey, si on joue à Abzu, la plupart du temps ça marche quasiment pas, quoi. Du coup, il y a une bonne impression qu'on arrive à trouver genre, des schémas ou bien des règles qui fonctionnent pour un jeu, une expérience hyper particulière, mais qu'elle ne serait pas vraiment reproductible au-delà de ce jeu lui-même parce que ça en perd quelque chose. Et ça, je trouve assez étonnant en fait. Alors que, à contrario, probablement si tu vas chez les studios Capcom, à mon avis, tu peux discuter avec des game designers qui ont une véritable méthodologie depuis 20 ans sur l'implémentation des frappes, des uppercuts, les time frames et autres. Mais parce qu'à mon avis, c'est qu'on confond des méthodes de narration avec des méthodes de game design. Et c'est ça le problème, c'est que c'est deux choses différentes. Et pour moi, la construction d'un système ludique qui propose des bonnes décisions, c'est une chose. Après, raconter des choses avec ça, c'est autre chose. Pour moi, c'est vraiment... c'est pour ça que je te rejoins. Je pense que chez Capcom, pour tel type de jeu, il y a des choses qui se font, ils savent faire, ils ont un savoir-faire. Pour, le platformer action, ils savent qu'il y a ça se fait, ça se fait pas, parce qu'on en a fait 50 000, on a fait 50 000 Megaman. Maintenant, on sait que dans ce type de jeu, il y a certaines choses, ça marche pas. Et pour ce type de jeu, et c'est pareil, chez Nintendo, pareil, ils ont une méthode à eux qui est très claire, d'ailleurs dont je m'inspire clairement quand je parle d'un objectif dans le jeu, qui est qu'est-ce que je veux faire fonctionner dans le jeu, qu'est-ce qui est l'essentiel de mon jeu, et puis ensuite tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de ça n'existe pas. Et ça, c'est des règles qu'on commence à avoir, qui commencent à avoir une certaine efficacité. Et vous avez probablement quelque chose de similaire aussi dans le jeu de société, avec un auteur comme Bruno Catala, qui est extrêmement productif et autres, qui sans aucun doute applique systématiquement, on peut voir, si on prend un panel très large de tous ces jeux, des mécaniques comme le stop ou encore ou autres qui parsèment à gauche à droite dans ces jeux. On voit que vraiment il a toujours à peu près la même base, il prend toujours à peu près le même... Et c'est un type qui pourrait dire justement, quand on fait la mécanique stop ou encore, ça marche. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça il faut faire, ça il faut pas faire. Mais c'est en train de se mettre en place et c'est vrai qu'il y a encore peu de gens aussi qui osent. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de côté un peu bon enfant où on n'ose pas dire non, ça c'est de la merde, ça faut pas faire. Et tout le monde, tout ce que Sandro tout le monde fait, ose, vous avez compris. Des règles qu'on voit, des choses qu'on teste, puis on voit que ça fonctionne, puis que
dire que quand même, c'est pas figé tout ça, c'est-à-dire que, je sais pas, en chimie, tu as ton MDLF, qui fait donc ton tableau, qui a tous ces trucs. Dans le jeu vidéo, pas vraiment, c'est-à-dire que, bah oui, on commence à constater des choses, mais à mon avis, on est loin encore d'avoir un tableau à la MDLF qui dit tiens, tu peux faire ça et ça va faire ça. Enfin, peut-être heureusement, finalement, que c'est pas comme ça. Heureusement, ouais, on a un jeu qu'on aime bien de l'année passée. On fait un peu de la pub pour un jeu de la région, enfin c'est pas de la région, c'est français, mais qui est Fury de Game Bakers. C'est un jeu qui s'inspire, à mon avis, beaucoup des productions Platinum japonaises, qui se le cachent pas, mais qui casse quelque chose qui est systématique dans ces productions-là, qui se refuse à faire certains des éléments de ces jeux. Donc en gros, qui dépasse, puis à mon avis c'est un objectif de la plupart des créateurs, puis je pense que ça l'est aussi peut-être chez nous, c'est-à-dire comme pour ton système de combo dans lequel tu reviens pour Wedding Invaders, de dire effectivement il y a des bases qui fonctionnent, il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus, c'est des jeux qui sont bien, qui fonctionnent bien, donc c'est une bonne idée de s'en inspirer, puis pas vouloir reprendre tout à zéro. C'est aussi un danger dans certaines game jams, même si ça peut être aussi un objectif de dire on part complètement ailleurs, on tente un truc qui n'a jamais été fait. Alors ça peut donner des pirouettes, puis des fois ça peut donner des choses intéressantes. Mais par exemple, eux, ils se sont refusés, alors que c'est un hommage assez avoué, plein d'éléments justement de game design, ils se sont refusés de les réappliquer. Et à mon avis, ça c'est central dans le processus de création du game design, c'est-à-dire, oui, l'inspiration, mais pas de manière complètement aveugle. Une fois de plus, je reviens aussi à certains processus créatifs que j'ai pu avoir, où tout à coup on se met à discuter avec les gens, et on a des réponses où tout à coup je dis pourquoi on fait comme ça, ou pourquoi on veut que ce soit comme ça, parce que c'est comme ça que ça doit être. Et là, il faut tout de suite se méfier. Quand tout à coup vous avez effectivement quelqu'un dans votre équipe avec qui vous travaillez, ça peut être n'importe qui, même un artiste ou autre, qui vous dit non, mais moi je ne suis pas du tout pour cette idée, parce que dans ce jeu-là, moi il y a ça qui me plaît, puis c'est comme ça que ça doit se faire. Alors ça ne veut pas dire qu'il a tort, mais par contre ça veut dire qu'il faut se méfier de cette évidence. Il faut la remettre en question à bien des égards, parce que justement on est face des fois à des systèmes de reprise, de répétition. Je citais au passage très rapidement dans le cours qui a eu lieu avant, un article d'un créateur de Vlambert, Rami Ismail, qui a écrit un article assez intéressant sur Gamasutra où il parle des 5 stages de développement d'une scène locale de développement de jeux vidéo. Et puis le premier stage, mais d'ailleurs même presque jusqu'au 2e, 3e stage, parce que bien sûr je fais la correspondance avec la scène suisse de développement, jusqu'à très longtemps dans l'évolution de la scène locale, en gros il précise, et à mon avis à juste titre, que les jeux qui sont proposés se contentent d'être en gros des redites, où les créateurs les font avec l'idée uniquement de reproduire ce qu'ils aiment. Donc on est dans un processus qui est très individualiste, ou enfin qui est très centré justement sur sa propre pratique, ses propres envies. En gros, on aime, je sais pas, même des fois ça peut être des aberrations. On aime Dark Souls, alors on a envie de refaire Dark Souls, ou on aime World of Warcraft, alors on a envie d'aller dans la direction d'essayer de reproduire l'expérience de World of Warcraft. Et puis probablement ça demande de la maturité, mais même chez des créateurs qui sont pour le coup, à mon avis avec les visières assez ouvertes, ça demande de la maturité, de réussir aussi à apprendre de la distance et à remettre en question, des choses qui nous semblent évidentes, ou qui apparaissent comme évidentes, ou qui sont présentées comme évidentes. Et une fois de plus, c'est pour ça aussi que ces événements comme les Game Jam ou ces événements de création intense sont intéressants, parce qu'ils nous permettent, d'ailleurs je vous invite à y participer si vous êtes intéressé par la création de jeux vidéo, parce qu'elles nous permettent de prendre des risques à contester justement ce genre d'évidence. Et puis donc voilà, essayer de trouver un peu où on se situe par rapport à des choses qui marchent, et puis c'est sûr, et puis peut-être des éléments un peu qu'on va rajouter dessus, mais voilà, on se dit il faut mettre un timer, parce qu'il faut un timer, parce que c'est normal qu'il y ait un timer, puis au final on ne remet pas en question. En parlant de timer, je crois qu'on arrive tranquillement au bout. J'aurais juste... merci beaucoup pour la discussion, merci pour les questions. J'aurais juste une question rapide. On a beaucoup parlé de Game Jam. Vous avez tous les trois vous participez régulièrement à des Game Jam. Pour les personnes qui sont ici dans le public et qui sont intéressées soit par le rôle du game designer, parce que ça les intéresse personnellement, ou bien parce qu'ils cherchent à comprendre, dans l'idée éventuellement de travailler avec, comment est-ce
comment est-ce qu'on rejoint cette communauté, comment est-ce qu'on développe son premier jeu, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment est-ce qu'on débarque dans une game jam, est-ce qu'il faut savoir programmer, dessiner, est-ce qu'il faut avoir réfléchi, est-ce qu'il faut avoir vu toutes les vidéos des Game Developers Conference. Oui, déjà. Donc juste peut-être en Il y a un 1-2 quiz. minutes et après je passerai la parole à C'est toi qui es plus à même de répondre. peut-être parler du meet-up aussi. Ok. Alors, moi j'aurais tendance à dire que. Je vais vous donner un exemple. On a effectivement quelqu'un qui a fait un jeu excellent en Game Jam il n'y a pas longtemps, à la Global Game Jam, qui était quelqu'un qui écrivait des scénarios de court-métrage. On a eu aussi des gens qui se contentaient aussi d'écrire des nouvelles de leur côté, ou des gens qui dessinaient aussi un petit peu sur un coin de table, ou qui avaient juste peut-être aussi des compétences en communication ou en interface, ou voire même qui aiment aussi faire du playtest ou du bêta-test. Je pense que par définition, ce genre d'événement existe justement pour créer des espaces où vous pouvez briser les hiérarchies et puis avoir tout à coup des équipes qui se construisent avec des gens d'énormément de milieux différents, et avoir tout à coup des mélanges entre des étudiants en formation de game design, des vétérans qui eux ont créé peut-être dans leur coin pendant 20 ans, et donc avoir vraiment un brassage. Et ce genre d'événement sert précisément à ça. Donc j'aurais tendance à vous dire, venez, quoi qu'il arrive, si ça vous intéresse, venez participer à l'événement. Venez-y de manière curieuse. Ce que je dis souvent, c'est si ça prend souvent tellement de temps de faire un jeu, si à un moment dans une game jam vous n'avez rien à faire, c'est que vous faites quelque chose de faux. Parce que c'est stupide, mais il y a énormément de choses à prendre en compte. Ça peut être aussi tout le matériel communicatif, préparer la page. Ça peut être aussi s'occuper aussi, on en parlait aussi un peu, mais d'être le scribe qui va s'assurer qu'entre les 5 membres de l'équipe, ou les 6 membres de l'équipe, ou les 4 membres de l'équipe, il y ait bien toutes les informations qui soient passées, donc des rôles de manager de project, enfin de project manager, ou des choses comme ça. Ça, c'est des personnes qui peuvent tout changer des fois dans un jeu. J'ai pu voir des fois en Game Jam des changements complets entre des équipes qui justement avaient peut-être pas l'habitude de travailler ensemble, puis qui avaient déjà dû mettre un certain moment pour se comprendre, et puis vraiment avec quelqu'un qui était capable de les chapeauter et puis de diriger et de centraliser les idées. C'était le cas dans la iCube Game Jam. J'étais censé être responsable du code, enfin j'étais responsable du code, mais j'ai pas codé une seule ligne de code. Au final, j'ai fait que discuter avec les gens pour leur dire ouais, faudrait peut-être faire ça, ou échanger de la communication avec les artistes, etc. Et puis, au final. Et puis, si aussi par exemple vous êtes musicien et autres, c'est aussi un exemple qui revient très souvent, ou si vous faites du sound design, mais rien qu'aussi d'aller par exemple sur internet, vous vous entraînez aussi, vous pouvez aussi apprendre des choses pendant la Game Jam. Vous allez chercher des sons, vous avez tellement de bases de données de sons gratuits, où tout à coup on vous dit on a besoin d'un son de saut, on a besoin d'un saut de bris de verre et autres. Ça va vite vous prendre énormément de temps, et puis l'équipe sera très heureuse que vous puissiez le faire, et puis vous puissiez les décharger de ça. Et puis peut-être tout à coup vous réalisez que vous avez 4 équipes qui vous demandent des sons. Et puis qu'en réalité vous pensiez que vous allez pratiquement rien faire, et puis que vous passez 48 heures non-stop à vous entraîner là-dedans, à participer avec l'équipe, à discuter avec eux et puis à construire le jeu. Donc vraiment, renseignez-vous là-dessus. La prochaine importante, on a entendu sa voix avant, elle est plus ou moins co-organisée par Vutraire, qui est ici, qu'on a entendu avant, l'Epic Game Jam, qui est pensée aussi en partie comme une game jam un peu farfelue, ouverte à un maximum de personnes. C'est tout frais payé, toute boisson offerte, nourriture. C'est probablement une des game jams les plus VIP, non pas VIP, les plus grand luxe, les plus confortables de Suisse. Donc voilà, hésitez vraiment pas à vous lancer là-dedans pour nourrir aussi un petit peu la workforce suisse. Et puis ça vous constitue déjà aussi un portfolio que vous pouvez utiliser pour après aller démarcher si vous voulez travailler en studio. J'ajouterais juste un petit truc pour moi, comment j'y suis arrivé, parce que je pense que c'est intéressant. Je pense que si on veut vraiment faire ça, moi je trouve qu'il y a 2 choses très intéressantes. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, faire des jeux de société. Si vous ne savez pas coder, essayez ça, balancez des trucs. Faites un jeu de cartes, un simple jeu de cartes intéressant. Et puis vous verrez tout de suite à quel point c'est compliqué, à quel point ça pose question, et à quel point ça va vous apprendre des tas de choses. Et puis le deuxième point, c'est jouez plus au jeu comme vous y jouez aujourd'hui pour vous amuser. Jouez-les en vous posant la question de comment ils ont été construits et pourquoi les choses sont là et pourquoi elles fonctionnent comme ça. Et ça aide énormément. On peut faire les deux.
Oui, non, mais bien sûr. Non, mais, Pas de oui, plaisir. oui, non, mais bien sûr. Non, mais on se fait plaisir là-dedans, mais c'est un plaisir différent. Ce qui n'est plus de plaisir, tu Non, non, mais le deux plaisir, heures et ça demie de devient, discussion. le plaisir, ça devient de comprendre pour comment c'est rendu amusant. Je me suis mal exprimé, mais plus de façon passive, de façon active, en se disant bah tiens, je m'amuse, mais pourquoi je m'amuse et qu'est-ce qui fait que je m'amuse. C'est ça. Merci beaucoup. Je vais prendre la parole pour le mot de la fin. Déjà, il s'agira évidemment de vous remercier tous les quatre. Juste un mot pour remercier aussi ceux de l'équipe Pixel sans lesquels on n'aurait pas pu avoir cet événement qui vont arriver, qui sont Fabienne et Michal. Et à Pixel, on a une maxime, on a aussi un maxime par ici, mais ça n'a rien à voir. On a une maxime, c'est « It's dangerous to go alone, take this ». Alors, on vous offre la cuvée Pixel. Oh, Ah, c'est gentil. Merci. merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci. Et ça vaut aussi pour vous qui êtes venus ici. On vous remercie d'être venus si nombreux et on espère que vous repartirez le ventre plein. Donc venez seulement vous joindre à nous pour l'apéro qui suit toute cette discussion. Super, merci. Merci beaucoup.